Et bonjour à tous. Donc on va commencer, on va surtout continuer le cours, hein, et reprendre où on était la dernière fois. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok. Allez, je partage l'écran. Est-ce que l'écran apparaît aussi? Est-ce que c'est bon? Parfait. Euh, alors, je peux te reparler du contexte rapidement. Je partage mon écran. Attendez une seconde. Alors, je repartage pour remettre un petit peu dans le contexte. Ok. Ok. Alors, la dernière fois, on avait commencé, hein, cet exercice, une poutre soumise à de l'affection dans un cas hyperstatique. D'accord. Donc, on avait une poutre encastrée en A, un appui ponctuel en B et chargé au milieu de la poutre. D'accord. Donc, on avait montré qu'on avait un degré d'hyperstaticité ou un degré d'hyperstatisme égal à 1. On avait premièrement fait l'équilibre de la poutre pour déterminer les actions mécaniques, XEA, YK, NA et YB. Et on s'est aperçu, hein, comme on avait un degré d'hyperstaticité égal à 1, on ne pouvait pas résoudre le problème. D'accord. Donc, on a utilisé le théorème de Cauchy-Leno de Menabrea pour justement, hein, pouvoir déterminer les inconnus, hein, des actions mécaniques extérieures en B et en A. Et on l'avait pris pour inconnu hyperstatique, hein, YB. Pourquoi? Parce que ici, on sait que le déplacement est égal à 0 et il y a une seule inconnue. Alors que si on avait pris en A, d'accord, on aurait deux inconnus, parce qu'on voit bien que XEA ici est égal à 0. Est-ce que c'est bon pour le contexte? Est-ce que je peux passer maintenant à la suite? Ou est-ce qu'il faut encore d'autres explications? Ok. Bon, je repartage maintenant mon tableau blanc. Et la dernière fois, on s'était arrêté ici. Est-ce que tout le monde était arrivé au même endroit? Ok. Bon, mais je peux donc continuer. Allez, c'est parti. Donc bon, je dézoome un peu. Bon, on avait fait, pareil, je remets un peu dans le contexte. On avait d'abord, comme je vous le disais, fait l'étude statique ici. D'accord. Bon, on voyait bien que XA est égal à 0 et on avait un système de deux équations à trois inconnus, YK, YB et NA. Donc, on avait un degré d'hyperstaticité égal à 1. Donc, par la suite, bon, on avait choisi YB comme inconnu hyperstatique, c'est indiqué ici. Hein. On néglige également l'énergie de déformation due à l'effort tranchant. On avait calculé les torseurs de cohésion sur les deux tronçons, sur AC et CB. Donc, le torseur de cohésion sur AC et torseur de cohésion sur CB. Et on avait commencé le calcul, hein, de l'énergie de déformation. Bon, un calcul qui est un peu fastidieux. Je vous ai montré aussi la démarche pour calculer l'intégrale de L-XX2. Hein. Cette démarche, on pourrait l'utiliser également, hein, que ce soit en puissance 2, 3, 4 ou 5. Hein, c'est exactement la même démarche. Alors, on était là. Je reprends un peu. Alors, si je continue. Ici, on a toujours donc 1 sur 2 pi z. Donc ça, on l'avait déjà calculé, donc pas la peine de le refaire. Donc on avait yp carré
3, 1 sur 3, plus donc F2. Maintenant, on va calculer ce terme-là, celui-ci. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne du L puissance 3. Donc, on a 2 puissance 3, ça fait 8. 3, donc 3 sur 24. D'accord? Maintenant, ici, on a du moins L. Donc là, on a du L carré également. Donc, ça va faire du L3. 2 puissance 2, ça me fait 4. 2, ça me fait bien 8. 3. Donc là, on a du L3 sur 8. Donc pour ce terme-là. Et pour notre terme, bon, là, on a du L2 sur 4. Ici, on va avoir du L2 fois du L, donc ça va me faire du L3. Également sur 8. D'accord? Donc ce terme-là, on va dire ce calcul-là. Ce calcul-là, c'est celui-ci. Et là, on va voir que les deux, forcément, vont s'éliminer. L3 sur 8. Voilà. Je mets une petite règle, j'aime bien faire ça. Voilà, on voit bien que ce terme-là et celui-ci vont s'éliminer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? On prend le temps, c'est un peu fastidieux. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est bon? C'est bon pour M. Marest, pour les autres aussi. Prenez bien note de cet exercice. D'accord, hein, c'est peut-être un exercice comme celui-ci, on pourrait peut-être tomber à l'examen qui est la semaine prochaine. Voilà. Alors, si je reviens. Donc, on a plus 2y bf, et on va faire la même chose ici. D'accord? Alors, si je regarde là, donc là, si je prends x puissance 3, ça va me faire toujours du L3, avec le moins devant. Ici, j'ai toujours 3. 2 puissance 3, ça me fait 8, donc sur 24. D'accord? Plus 3L sur 2. Donc ici, ça va me faire du L2 au carré, donc sur 8. OK. Donc ça va me faire... Bon, je vous laisse copier. Donc ça me fait du 3/16e, forcément. Donc là, si je réécris, ça me fait... Hop là, les phases, ça me fait 3 et sur 16. D'accord? Et il reste le dernier terme. Donc là, on a toujours du N3 et des puissance 1, ça fait 3 sur 4. Hop, hop, et hop. Donc maintenant, on va réduire l'expression. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien, merci M. Chevreau. Alors, ça va faire quoi ça? Bien. Je vais voir 1, toujours sur 2, EI, GZ. Donc toujours facteur de ce terme-là. YB. Bon, à chaque fois, je vais voir que j'ai du L3. Donc je pourrais mettre presque le L3 en facteur, mais on le fera plus tard. Sur 3. Donc plus S2, L3, L sur 24. Et ici, ça va me faire, donc là, de Kaufmann, c'est 48. OK. Je vais mettre, donc si je mets sur 48, c'est
2 fois 148, là, multiplie par 3, 9 sur 48, là, 12 sur 48. D'accord, donc ça me fait donc ça fait ici, j'ai moins 12, moins 2, moins 14, plus 9, ça me fait 5. Et 5 fois 2, ça me fait 10. D'accord, donc je vais avoir plus 10 F de M3 sur 48. Ou alors, je peux mettre aussi sur. Ça me fait 5 sur 24. Ouais, là, c'est en plus, c'est un moins. Ici, c'est un moins. J'ai moins 12, un moins. Est-ce que c'est bon? Nickel. Ok, pour tout le monde. 2 fois 5. Alors, les wins, je regarde. Ici, ça me fait. Ouais, c'est moins 10 sur. Moins 10 sur 24, vous avez raison. Ici, c'est 10. Je regarde. 48, moins 12, moins 2, ça fait moins 14, ouais, moins 10. Merci. Non, c'est sur 48, ça. Attendez, je regarde ici. Là, vous donnez le doute. Ça fait moins 148. Ça, ça fait moins 9, pardon. Moins 10, moins. Ça fait moins 9. Ça fait. Non, attendez. Attendez. Moins 5 sur 48, donc ça me fait moins 10 sur 48. Donc ça me fait moins 10 sur 48. Donc ça me fait bien moins 5 sur 24. Edwin, non. Ça me fait moins 5 sur 24, c'est bien ce que j'avais écrit. Edwin, vous êtes d'accord ou pas? Que votre aile, je pensais que. Ok, d'accord. Donc ça me fait bien ce que j'avais écrit. Moins 5 sur 24. Donc c'était bien bon. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, donc on sait que ED c'est égal à ça. D'accord, donc je vais mettre là. ED. Ok. Est-ce que c'est bon? Parfait. Alors, maintenant, si je dézoome un peu,
Et je reviens, alors je vous laisse copier peut-être. Voilà ce qu'on pourrait faire également, hein. Je vais mettre N3 en facteur ici. Ce qui veut dire que pareil, c'est un malade disparaît. Et celui-ci aussi. Voilà, ça sera un peu plus propre. Est-ce que je peux continuer? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Hop là. Qu'est-ce qu'on avait dit, hein? Ce qu'on va utiliser, c'est ça. D'accord? On avait dit que le théorème de Cauchy-Gallot-Menabrea, hein, qu'on sait que le déplacement suivant y en b est égal à 0. D'accord? Et on sait que, d'après Castigliano, que des ronds U sur dont y égale au déplacement, et que le déplacement égale à 0, hein, on va voir cette équation-là. Donc, je vais écrire ça. Hop là. Tac. Ok, c'est parti. Alors, théorème de Castigliano. Théorème de Castigliano. Donc, il nous dit que d, d2 YB, c'est delta de B. D'accord? Et c'est égal à 0. D'accord? Ça, pas de souci. Bon. Donc, ce qu'il faut faire, on va justement, hein, calculer ça. Et si on fait D de D sur D de B, c'est égal à quoi? Ça fait du IM3 sur 2 EI de Z, donc hein, on dirige par rapport à YB. Donc ça fait 2 tiers. Donc YB, hein, c'est ma variable. Hein. D'accord? Alors, ça fait 2 tiers de YB. Donc ça, ce terme-là, lui, il est nul. Hein, et celui-ci, moins 5F sur 24. Ça, c'est égal à 0. Est-ce que c'est bon là pour tout le monde ça? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Ah, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que 2 tiers de YB moins 5 égale de F est égal à 0. D'accord? Donc, à partir de là, je peux déterminer facilement un YB. Hein. YB, hein, c'est 15. Encore, c'est 3 fois 5, 15 sur 48. Et 48F. Donc, YB, on divise tout par 3. Un 16e, 1 de F. Est-ce que c'est bon, ça, pour tout le monde? Alors, on dit Castigliano, hein, ici, hein, je pourrais rajouter un ou Menabrea. Menabrea, ça revient exactement.
Est-ce que c'est bon ça? Oui, pour tout le monde. Donc voilà la méthode pour déterminer, calculer les actions mécaniques extérieures pour une structure ou un système hyperstatique. D'accord? Est-ce que je peux continuer? Ok. Mais donc maintenant, alors je vais dézoomer et je vais récupérer l'équilibre qu'on avait fait. Désolé, il me faut ça. Allez, pas gagné. Je vais recommencer. Mais maintenant, je peux, forcément. Pardon. Ben, maintenant, connaissant YB, forcément, c'est plus facile. Donc, je sais que YB, donc on a dit que c'était 5, un sixième de F. On sait que YA, c'est F moins YB. C'est F moins 5 16e de F. Donc, ça va faire 11 16e de F. Et on a là également y qui est égal à F L sur 2 moins L B. L 2 moins 1 sixième de F. Donc là, on fait 8. D'accord. Mais non, c'est YB, attention. Voilà. On a dit moins 5 16e de F. D'accord. Donc ça me fait 3 16e de F. Et voilà. On va faire un petit calculatif. Je vais écrire tout ça proprement. Donc YB, donc XA est égal à 0. YA, on a trouvé 11 16e de F. D'accord. Et NA, 3 16e de LF. Et YB. Donc on a nos 5 16e de F. Et voilà, on a toutes les inconnues. Toutes les actions extérieures. Maintenant, on les connaît. Est-ce que c'est bien compris tout ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la démarche est claire? Donc forcément, si on avait un problème hyperstatique d'ordre 2 ou d'ordre 3, mais il faudrait, si je reviens un peu sur... si je reviens ici, excusez-moi, je reviendrai après.
Bah là, on a une seule équation ici. Pourquoi? Parce qu'on a une seule inconnue hyperstatique, hein. Il y aura autant d'équations que d'inconnues hyperstatiques. Si on avait trois inconnues hyperstatiques, ou un problème avec un degré d'hyperstaticité égal à 3, on aurait trois équations. On aurait un système de trois équations à trois inconnus. D'accord? Et là, hein, quand on fait ça, on dit qu'on ramène le problème, hein. Le problème hyperstatique a un problème isostatique. Bon, après, ça serait un peu lourd et compliqué. Est-ce que c'est bon, ça? Ouais, c'était clair? Oui. Ok, c'est clair pour vous. C'est parfait. Oui. Alors, je peux le rechanger pour partager mon PPT pour mon PowerPoint pour. Oui. Ok. Hop. C'est celui-là. Alors, en cours, habituellement, je fais aussi en plus cet exercice, hein. C'est un peu particulier, hein. C'est pas une poutre, on va dire, une poutre qui présente une courbure. Jusqu'à présent, on travaille toujours avec des poutres qui présentent pas de courbure. Donc ça, comme on aura un peu plus de temps, je le ferai plutôt en TD. D'accord? Je ne vais pas le faire là pour avancer un peu sur le cours. On va changer de chapitre. D'accord? Et cette application-là, hein, bon, ça prendra une petite heure et je le ferai plutôt en TD, comme ça on prendra le temps de bien le faire. Ok? Donc ça, hein, gardez-le avec vous et on le traitera en TD. Ok? Ok, parfait. Allez, bah, est-ce que je peux passer au chapitre suivant? Ou est-ce que vous avez des questions? Bon, tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le reprendre en télé, hein. Donc ce matin, je pense qu'on va voir tout ça déjà ce matin. Et en TD aussi bien avec le groupe A que le groupe B. C'est bon? Allez, je repartage mon écran. Alors, je vais chercher le. Alors, le cours qu'on va faire, hein, c'est sur la méthode des éléments finis, enfin une introduction à la méthode des éléments finis. J'espère que j'ai mis le cours sur le Moodle, mais il me semble que oui. Je vais regarder rapidement. Comment je peux faire ça? Ouais, vous l'avez, d'accord. Introduction à la théorie des éléments finis, hein, donc cours magistral, introduction. Donc, vous prenez le cours, hein, d'accord, et c'est celui que je vais vous présenter maintenant. Alors, je vais chercher. Où est-ce qu'il est? Donc, c'est celui-ci. Ok. L'autre, je peux donc le faire. Alors, attention, qu'est-ce que j'ai partagé? Voilà. Donc, tac. Celui-ci. Oui. Alors, est-ce que vous voyez le nouveau cours apparaître? Est-ce que c'est bon ou pas? Ok, c'est bon. Parfait. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que vous avez tous récupéré ce fichier-là? D'accord, hein? Enfin, cette présentation sur le Moodle. Ok. Allez, c'est parti. Donc, je vais me mettre en. Alors, comme je n'ai pas sur le diaporama, hein, je vais vraiment basculer. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi peut-être à l'oral pour ceux qui peuvent, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez le plein écran là? Alors, attendez, hop là, basculer.
que vous voyez plein l'écran? Est-ce que quelqu'un peut me répondre en disant oui ou non? Voilà, et puis personne. Bon, j'ai dit, alors, elle n'a pas compris, je rebascule. Ouais, on voit très bien, ok, bon, je rebascule. Tac, on crée l'écran. Voilà, et je partage. Bon, je vais prendre le compteur. Alors, bon, comme le cours s'intitule, hein, c'est l'initiation à la méthode des éléments finis. Alors, vous, dans votre... Oui, c'est bon? Ah ouais, c'est bon, on voit. Ok, merci. Euh, bon, vous serez peut-être certainement même plus utilisateur des logiciels hein, qui utilisent la méthode des éléments finis. Hein, donc, c'est une méthode numérique appliquée au calcul de structure. Hein, d'accord? Hein, pour ce qui nous concerne, hein, après cette méthode-là, on peut aussi bien l'appliquer hein, pour des problèmes de biologie, d'économie et un peu de tout. Hein. C'est une méthode qui est basée sur des théories plutôt mathématiques. D'accord? Et c'est assez complexe on va dire, à comprendre. D'accord? Il faut avoir un bon bagage mathématique et comment dire. Et nous, c'est pas forcément le but hein, d'un bac plus 2, hein, c'est pas le but hein, de développer des logiciels. D'accord? C'est plus pour les gens qui ont des cursus, comme je viens de vous le dire, hein, très mathématiques et mécaniques, hein, mais très théoriques. Donc, vous serez plus à votre niveau utilisateur. Après, si, pour ceux qui vont continuer en école d'ingénieur, ben, vous allez approfondir cette théorie et vous verrez que ce n'est pas forcément peut-être ce qui est le plus simple. D'accord? Alors, pour se remettre un peu dans ce contexte-là aussi, euh, jusqu'à présent, hein, toutes les études que l'on fait hein, sont comme des études plutôt, on va dire, très académiques, et c'est sur des géométries qui sont relativement simples. D'accord? On prend des modèles, hein, on se dit que c'est un modèle poutre, unidimensionnel, hein, bon, soit dans le plan, soit dans l'espace, et on peut assez facilement hein, remonter au champ de contrainte. Hein, c'est ce qu'on a fait au S3 avec le cours d'élasticité. Nous, on a fait que l'élasticité plane, mais forcément, quand on a une pièce complexe volumique, hein, on fait l'élasticité tridimensionnelle. Et d'un point de vue analytique, hein, ça reste très compliqué. D'accord? Donc, voilà. Cette méthode-là des éléments finis hein, s'applique justement à des géométries assez complexes. Hein, et on peut voir, mais comme vous voyez sur la photo ici, hein, sur le transparent, vous avez une bielle, là, vous avez un moteur, hein, un avion extérieur. Vous voyez que si on devait faire des calculs sur ce type de solide, hein, ce serait, d'un point de vue analytique, ce serait assez compliqué. Donc, on va utiliser les méthodes des éléments finis hein, pour pouvoir visualiser. Hein. Alors là, je ne sais plus, hein, c'est peut-être un champ de contrainte, un champ de déplacement, un champ de température. Comme ici, et voilà, ici, on voit qu'on a une plaque avec un trou. Hein, voilà. Là, c'est typiquement des contraintes de cisaillement. On va pouvoir, avec les logiciels, maintenant, utiliser ça avec plus de précision, un calcul analytique, et pour des formes, on va dire, plutôt complexes. Donc ça, vous avez plusieurs logiciels qui le font. Hein. Donc dans CATIA ou 3D Experience, vous avez des modules spécifiques au calcul de structure. Donc, que ce soit des structures 1D, 2D ou 3D. Hein. Après, vous avez des logiciels Abacus, Ansys, Codaster. Enfin, il y a plein de logiciels aujourd'hui hein, et assez simple d'utilisation pour faire des calculs de structure. Donc voilà un petit peu pour le contexte. D'accord bon, voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Hein. Les problèmes de DS hein, ne peuvent pas être facilement résolus hein, par un calcul analytique, que dans les cas simples, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Et donc, pour étudier des structures ou des solides on va dire, réels, hein, on a recours à la résolution sur l'ordinateur. Bon, aujourd'hui, en plus, les ordinateurs sont très puissants. Cette méthode-là, hein, elle a été à peu près initiée dans les années 60, hein, et spécifiquement hein, dans le domaine de l'aéronautique. Et aujourd'hui, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est très utilisé. Et la méthode des éléments finis, hein, ben, elle repose sur quoi? Sur la résolution de calcul ou des méthodes de calcul matriciel. Nous, on va vous présenter ça de manière très simple. D'accord? Après, je le répète, hein, ce sera plus pour ceux d'entre vous hein, qui auront un cursus, soit fac, on va dire assez théorique, ou école d'ingénieur, hein, et école d'ingénieur orienté vraiment mécanique pure ou matériaux. D'accord? Si vous faites de la production ou des procédés ou des choses comme ça, bon, vous allez être utilisateur, mais vous n'allez pas approfondir cette méthode.
Voilà, bon, je crois qu'on a assez dit pour le contexte. Donc voilà, donc définition. Donc nous, je vais vous faire le cours hein, essentiellement hein, sur des structures dites treillis. Ça, vous l'avez déjà vu en première année. Donc ça va être du 1D, hein, d'accord? Donc c'est un treillis, hein, c'est quoi? Ben, c'est un assemblage de poutres dont les lignes moyennes appartiennent à un plan. Donc, si je fais le petit schéma, voilà. En gros, ici, on a un treillis, on appelle ça aussi un portique, on peut appeler ça aussi des membrures, hein, peu importe. Donc nous, on fera hein, même ce type, on va dire, de structure, on ne pourra même pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez voir, hein, c'est assez complexe. D'accord? Nous, on le fera essentiellement sur une barre ou une poutre, hein, et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça déjà. Donc, c'est une structure aussi, elle n'est pas complexe en elle-même, hein, mais il y a plusieurs éléments, plusieurs nœuds, et donc là, on serait incapable de le faire d'un point de vue analytique. Donc, comme je vous disais, un treillis, c'est un assemblage de poutres dont les lignes moyennes, donc les lignes moyennes, c'est ce qui est représenté, hein, et elles appartiennent à un plan. D'accord? Et elles seront forcément chargées dans ce plan-là. Hein. Donc, on peut mettre une force ponctuelle, une charge répartie. On peut aussi imposer un moment ou un couple. On peut aussi imposer des températures. Hein. Et voilà. Donc, alors, si je vais un peu plus loin. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, si je regarde cette structure-là, d'accord, hein, vous voyez ici, vous avez un repère global, x, y. Et ça sera très important par la suite. D'accord. Ici, si vous voyez la structure, hein, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ici 8 barres ou 8 poutres. On verra la différence entre les deux hein, tout à l'heure aussi également. Donc on a 8 poutres et vous voyez hein, ce que j'ai mis en rouge, là on appelle ça des nœuds. Donc chaque barre ici ou chaque poutre hein, est reliée entre elles avec des nœuds. Vous allez voir qu'on appellera ça plutôt un élément. D'accord, la poutre ou la barre, ce sera un élément. Et les points ici qui sont dessinés en rouge, hein, ce seront des nœuds. Et ça, vous allez voir, ça va être important. Mais justement, si on parle de nœuds, donc les nœuds ici, hein, si je calcule, hein, j'en ai 6. Donc ils sont toujours situés, hein, pour le cas 1D, sur la fibre moyenne de la poutre. D'accord? Quand on sera en 2D ou en 3D, hein, ça sera un peu plus compliqué. En 3D, très compliqué, mais on ne fera pas de théorie en 3D. On serait bien incapable. D'accord? Donc là, hein, voilà, on a ces 6 nœuds numérotés, hein, c'est ce qu'on fait en général, on numérote toujours les nœuds. On fait un petit calcul analytique sur la méthode des éléments finis. Alors, ils peuvent être la jonction entre plusieurs poutres, donc c'est ici, hein, le 1, le 2, le 3, même le 4, le 5, le 6, hein, ce sont des nœuds hein, qui sont des jonctions entre plusieurs poutres, ou l'extrémité d'une poutre également, hein, si je devais charger, hein, je vais faire un petit dessin rapide. Si j'avais une poutre comme ça, hein, chargée ici encastrée, on va dire, ben, j'aurai un nœud ici et j'aurai un nœud là. Pourquoi on verra plus tard, hein, c'est assez simple d'imposer des conditions limites ou des forces hein, en un nœud. D'accord? Ça, la gomme. Ouais, voilà. Et je reprends mon laser. Voilà. Donc, c'est le lieu aussi d'une liaison avec l'extérieur. Typiquement là, hein, si je regarde là, hein, c'est ici, on a des appuis, hein, d'accord, non roulants. À chaque fois, hein, je mettrai un nœud également. Comme je vous le disais à l'instant, le point d'application d'une force ou d'un moment. Donc, là, on voit bien en 5, on a une force, et ici, on a une charge répartie. Et un nœud, ce sera aussi l'origine, l'extrémité d'une charge répartie, un peu tout. D'accord? Donc, ça, ce type de calcul, hein, on pourrait le faire, je crois que vous l'avez déjà utilisé RPM-lement, hein, c'est assez simple, hein, l'utilisation même très simple et assez puissant. D'accord? Alors, ici, chose très importante, hein, quand on fera ce type de calcul analytique, alors pas sur une structure aussi complexe, hein, je le répète, hein, les nœuds seront toujours repérés par leurs coordonnées, dans le repère le global, d'accord, le repère X et Y. Alors, si on devait étudier ce type de structure, eh bien, si on regarde justement cette poutre-là ou cet élément-là, on voit bien qu'elle n'est pas orientée ni suivant X ni suivant Y, elle est orientée suivant un axe avec un angle. Donc là, il faudrait
introduire la notion de repère local. Et après, par les transformations que vous avez vues en maths, de matrice jacobienne, on pourrait trouver justement les coordonnées des nœuds, aussi bien dans le repère local que dans le repère global. D'accord. Bon, ça sort un peu du contexte, mais voilà, donc ça, c'est très important, les nœuds sont repérés par leurs coordonnées dans le repère global. Les éléments. Donc, de toute façon, quand on fait un calcul d'éléments finis, si un jour vous seriez amené à développer un peu des codes, des scripts en éléments finis, c'est deux choses très importantes, les nœuds, d'accord, et les éléments. Donc les éléments, c'est quoi? Donc on a un élément, alors on verra la différence tout à l'heure entre élément poutre et élément barre. Il y a vraiment une distinction à faire entre les deux, c'est très important. Mais c'est un tronçon de poutre limité par ses nœuds d'extrémité. Donc ici, si je prends cet élément-là, ben, c'est limité par 1 et 5. Je prends celui-ci limité par 2 et 5, et ainsi de suite. Donc c'est les éléments, donc, barre ou poutre, sont représentés par leur fibre moyenne. Toujours parce qu'on est dans le cas 1D. Si on est dans le cas 2D et 3D, c'est plus le cas. D'accord. Donc, faire très attention. Et à tous ces éléments, qu'est-ce qu'on a? On va associer les caractéristiques géométriques, c'est-à-dire une longueur, une section. D'accord. Donc les caractéristiques géométriques de la section et également les caractéristiques mécaniques du matériau. Donc si on fait un calcul élastique classique, on va aussi lui associer le module de Young, le quotient de Poisson et le module de Coulomb. D'accord. Donc ça, c'est pas au nœud, mais l'élément. Donc c'est l'élément qui va supporter toutes les caractéristiques, aussi bien géométriques que mécaniques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je rebascule un peu sur le Moodle. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça va rester un peu théorique, mais on verra. Vous allez voir quelques découvertes qu'on va faire là-dessus. Si on a le temps, ils sont vraiment très très simples. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Ok. Bon, comme je sais qu'en plus, vous raffolez des cours magistraux, j'espère que je ne parle pas tout seul dans le film. Allez, je continue. J'en étais où? Alors, on va faire les hypothèses suivantes qui sont très importantes. Et ça, quand on fait un modèle d'éléments finis, on a toujours des hypothèses à émettre. Quelquefois, c'est transparent dans les logiciels qu'on va utiliser, mais si on veut étudier un jour, c'est amené à étudier plutôt la plasticité ou les comportements linéaires, il faudra faire très très attention. Alors, les structures sont étudiées en statique. Et ça, initialement, la méthode d'éléments finis a été faite pour ça. Donc, on équilibre. Pas de mouvement possible. Alors aujourd'hui, on peut faire des calculs de dynamique, dynamique classique, des études vibratoires, de dynamique rapide pour tester, je ne sais pas moi, l'impact, je sais pas moi, d'une pierre sur un avion. Ou, voilà. Maintenant, c'est une méthode qui a été développée depuis les années 60, comme je vous disais, et qui est très performante, et on l'a vraiment, vraiment, vraiment améliorée depuis ces années-là. Mais bon, après, ça reste aussi très compliqué, donc nous, on va étudier les structures en statique. Bon, le comportement est élastique linéaire. De toute façon, toutes les études que l'on a fait à l'unité, ce sont toujours dans le domaine élastique linéaire, et c'est pareil, si on devait faire des comportements plutôt non linéaires, alors là, la théorie est très, 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 très compliquée. Pour nous, pas possible. Pareil, les déformations, quand on fera ce type de structure, les déformations dues au cisaillement seront négligées devant les effets de pression. D'accord. Ça, hypothèse classique que l'on fait déjà. Et le raccordement entre deux éléments sera réalisé au niveau de la fibre moyenne. De toute façon, nous, tout ce qu'on représente, ce sont que des fibres moyennes, donc on n'aura pas de questions à se poser dessus. D'accord. Par contre, je vous dis, si on fait un calcul d'éléments finis 2D ou 3D, ce sera plus le cas. Donc voilà un peu pour les hypothèses que l'on peut faire pour ce cours. Voilà, ce que l'on fait, nous, c'est vraiment appliqué au treillis. Ce n'est pas appliqué aux structures en 2D ou encore moins aux structures en 3D. Alors, bon, je bascule et après, je vais exposer ça et puis après, on s'arrêtera. Alors, cette notion de matrice de rigidité, donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Comme je vous disais tout à l'heure,
les calculs de la méthode des éléments finis, hein, si on prend dans le cas élastique, n'importe quel cas même, elle repose hein, sur des résolutions matricielles. D'accord. Et donc, il y a une chose qui est très importante, hein, et ça, bon, quand vous utilisez un logiciel, pour vous, c'est transparent. C'est bien aussi de le savoir. Et cette notion de matrice de rigidité. D'accord. Alors, là aussi, quelque chose d'assez important. Je vais surligner. Nous, on va faire l'élément bar. D'accord. Donc, l'élément bar, lui, on va l'utiliser hein, quand on aura un chargement axial. D'accord. Donc, l'élément bar, hein, il est soumis à quoi? Il est soumis hein, à une sollicitation d'extension, donc traction, compression. D'accord. Alors qu'on verra plus tard que la poutre, elle pourra être sollicitée en traction-compression associée à de la flexion. D'accord. Donc l'élément bar, lui, il est soumis qu'à une sollicitation d'extension, traction-compression. Ça, il faut que ce soit clair. Donc on a un chargement purement axial. Donc là, je vais établir des relations hein, mécaniques. Alors, vous allez voir, c'est entre la force et un déplacement. Et je vais le faire à travers un exemple. Ce sera mieux que la théorie pure et dure. Donc, on va considérer mon élément bar, donc celui-ci. D'accord, c'est l'élément bar. Hein, j'ai mon élément, j'ai un seul élément, j'ai mon nœud ici que j'ai nommé 1 et j'ai le nœud ici nommé 2. D'accord, donc là, c'est un élément avec deux nœuds. Donc, ce qu'on appellera un élément linéaire. On pourrait éventuellement mettre un nœud milieu. On appellerait ça un élément parabolique. Et en termes de précision sur le résultat, on serait quand même. Après, ce n'est pas l'objectif du cours, hein, c'est de donner vraiment une initiation à la méthode des éléments finis, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on a dit, de longueur L, de section S et de module E. OK. Donc ça, c'est les caractéristiques géométriques et mécaniques. Donc définies par la donnée, hein, ce que je vous dis. Alors, cet élément bar, je vais souligner également. Là, l'élément bar. Il est, comme je vous le disais, hein, ne subit hein, que l'attraction-compression. Donc ça va être le cas. Mais simplement, si et seulement si, hein, les liaisons aux nœuds hein, sont des liaisons pivot. Si je n'ai pas de pivot, hein, d'accord, si je suis encastré, hein, ben, je ne ferai pas que de la traction-compression, mais je ferai aussi de la flexion. D'accord. Donc là, hein, l'élément bar, les structures, si je reviens un tout petit peu en arrière, hein, mais ici, on va se dire hein, que là, c'est articulé. Si je vois l'élément bar partout là, mais ça veut dire que 6, 5, 2, 4, 3 et 1, ce serait articulé. Je n'ai pas le choix. Alors que là, hein, si je reviens, si c'est particulier ici, hein, ma structure hein, va être hyper statique et va subir la flexion. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce qu'il y a des questions? Bon, tout ça, on reprendra en TV. Hein. Alors non, c'est bon, pas de questions, monsieur Chanel, ou non, c'est pas trop clair. Non, c'est bon, pas de questions. Bon, est-ce que c'est clair? Pas évident peut-être, mais tout ça, on reprendra. Allez, je continue, je finis c'est transparent et après, je vous laisserai tranquille. Alors, bon, dans son repère local, bon, ici, on a la chance hein, d'avoir le repère local. Ici, eh ben, il est confondu avec le repère global. Donc ça, c'est un gros avantage. Si on a le temps, on fera un exercice où ce n'est pas le cas, et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Alors, dans son repère local, hein, la barre hein, est représentée suivant l'action. Soumis aux actions. Donc, imaginez, hein, si vous prenez ce contexte-là, si je prends ce contexte-là, hein, ben, cette barre-là va subir aussi l'action de celle-ci, et l'action hein, également hein, de la liaison. D'accord. Donc ça, il faut en tenir compte. Alors, ce que l'on fait, l'élément barre, hein, comme ça. Donc, vous voyez ici, hein, on a noté un ES sur L. Mais en théorie, hein, initialement, quand on a fait la théorie des éléments finis, les gens qui se sont penchés dessus, hein, on modélisait un élément comme ceci. D'accord. Donc, à la place d'avoir une barre ici, on a mis un ressort. D'accord. Et on va se dire, quand on compte ce produit ES sur L, d'accord, s'il est équivalent à la raideur du ressort.
D'accord? Donc, on va voir que dans la matrice de rigidité, hein, ce terme-là, hein, bon, rigidité, raideur, hein, c'est vraiment forcément lié, hein, donc on va voir apparaître hein, ce terme-là, ES sur L, très, 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 très couramment, pour la traction compression. Et quand on fera la flexion, hein, ce sera encore plus compliqué. Donc voilà, pour l'instant, dites-vous que ça, un élément de barre, hein, je représente par des ressorts. Donc si je reviens un peu en arrière, mais ici, j'aurais pu dessiner ça pour un ressort, ça également, cette barre-là aussi, celui-ci, celui-ci, celui-ci. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'après, ça me demande pas mal d'explications pour faire la suite. Ça permettra de faire aussi une petite pause avant le prochain vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous si on s'arrête là? Ça, de toute façon, donc, il n'y a pas de... Ok, bon, on reprendra ça à tête reposée la prochaine fois et je poursuivrai. Alors là, je ne sais plus avec qui j'ai t'aidé. Est-ce que c'est le groupe A ou le groupe B? Le groupe A. Est-ce qu'on peut se faire une petite pause de 5 minutes? Oui, ça vous va, 5 minutes? Je reviens dans 5 minutes. On reste sur ce forum-là, ça ne vous dérange pas non plus?